Allez, on est de retour avec une toute nouvelle série de vidéos en remplacement des 30-30 de l'UTMB des dernières années, mais qui reste quand même dans la continuité de notre dernière série sur la Western State 2025. On va suivre la même trame de vidéos d'ailleurs, et donc, vous l'avez vu dans le titre, à la conquête du Mont Blanc, où nous allons vidéo après vidéo décortiquer ce qui est devenu la plus grande course de trail au monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Histoire, parcours, outsider, favori, tout va y passer pour pouvoir faire quelque chose de très complet. Bref, ça va être un régal, et du coup on se retrouvera tous les mercredis jusqu'au départ le vendredi 29 août pour une vidéo sur un thème bien précis en lien avec ce mythe de notre sport. Chaque épisode sera dispo en podcast pour que vous puissiez en profiter partout, et on part sans plus attendre aujourd'hui avec l'histoire de cette course et de ce mythe de l'Ultra Trail, l'UTMB à la conquête du Mont Blanc, épisode 1. C'est parti, générique. Friday, 6 p.m. place to Triangle. No small talk, just eyes on the trail. Francois is back, chasing number 5. The mountain knows who's still alive. Courtney's calm, the queen on fire. She runs like no one, climbs even higher. UTMB, the mountain decides. À la conquête du Mont Blanc, c'est maintenant. Alors, pour comprendre cette légende qui est devenue l'UTMB, il faut d'abord remonter le temps et planter le décor, parce que cette histoire, elle commence bien avant 2003 et la première édition. Tout d'abord, il y a le Mont Blanc. Il est planté là, au pied de Chamonix, toit de l'Europe, un massif mondialement connu, un des berceaux de l'alpinisme. Et ça ne date pas d'hier. La première ascension du Mont Blanc remonte à 1786 avec Jacques Balmat et Michel Pacard. Imaginez, ça fait plus de 200 ans que ce sommet fascine les aventuriers du monde entier. Mais ce qui nous intéresse, c'est que de faire le tour du Mont Blanc à pied devient un incontournable de la randonnée alpine dès les années 1960. C'est le fameux Tour du Mont Blanc, le TMB, qui traverse les 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse, sur environ 170 km. Et lors de l'été 1970, on recensait déjà plus de 5000 marcheurs sur le TMB. La plupart y consacraient une dizaine de jours, tranquillement, en prenant le temps. Aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de randonneurs du monde entier qui en prennent les départs tous les étés de cet itinéraire qui est devenu mythique. Mais il y a toujours des fous pour vouloir aller toujours plus vite. Et dès 1978, des coureurs à pied que sont Christian Roussel et Jackie Duc posent le premier jalon chronométrique en 24h45. Imaginez-vous, en 1978, ils ont déjà fait le tour du Mont Blanc en une journée. C'était déjà des monstres. Et tenez-vous bien, parce que l'histoire devient encore plus dingue. Le 9 octobre 1987, il y a 45 Anglais qui s'élancent à l'assaut du premier super marathon du Mont Blanc. 9 octobre 87. Une journée splendide comme l'automne sait en offrir. 40 coureurs à Chamonix au départ du plus difficile des marathons. Ça va? Oh, ça va. Beau, hein? Ouais. C'est pas trop froid là? Ça va? Bien la brûle là derrière. Vous êtes bien là? Vous êtes 6e, 7e? Je sais pas. Moi, c'est la promenade. Pour moi, c'est la promenade. Superbe, hein? Ça, c'est la future plus belle course qu'il y aura. 1987, 16 ans avant l'UTMB officiel. Vous l'avez vu, ces gars-là, ils partent avec un petit short échancré, un sweat blanc en guise d'uniforme et pas grand-chose d'autre.
Pas de bidon, pas de sac à dos, juste une paire de gants et un gros bonnet de laine pour franchir les cols enneigés qui passent à plus de 2200 mètres d'altitude. Puis quelques mois après, fin des années 80, le skieur de l'extrême Sylvain Saudan organise une course avec dossard autour du Mont Blanc. Malheureusement, il va y avoir un décès lors de cette seule édition et ça va mettre un terme brutal à cette organisation et à cet événement. Il y a eu aussi un peu plus tard une course qui faisait le tour du massif du Mont Blanc, mais qui était effectuée en relais de cette personne et qui empruntait quelques sections du TMB. Mais là aussi, il va y avoir un drame. Et ce drame, ça a été le tunnel du Mont Blanc, l'incendie du tunnel du Mont Blanc en 1999. Et ça, ça a changé la donne puisque l'épreuve qui a existé en relais ne pourra plus se tenir jusqu'en 2002. Et ça va définitivement éteindre cet événement face à la faible participation. Et c'est avec cet événement-là que l'histoire bascule complètement, parce qu'en 2002, il y a un général à la retraite qui rabâche une idée dans les rues de Chamonix. Il s'appelle René Bachelard, il a aujourd'hui 91 ans, il était président du club de course à pied de la ville. D'ailleurs, si vous vous baladez dans Chamonix, vous pourrez encore le croiser de temps en temps. Et René, à l'époque, il regrette amèrement la fin de cette course par équipe. Il ne décolère pas pour la remettre en place et il ne décolère pas contre cette annulation. Et c'est là qu'interviennent et qu'entrent en scène Catherine et Michel Poletti, qui s'étaient installés à Chamonix à la fin des années 70 et qui tenaient d'abord un magasin de disques, puis avaient lancé une société d'informatique. Ils étaient adeptes du ski nordique et avaient déjà été bénévoles pour le marathon du Mont Blanc, mais aussi lors des championnats du monde de parapente en 1987. Et en octobre 2002, après quelques réunions, le projet naît avec 9 personnes, dont René Bachelard, Michel et Catherine Poletti, avec une idée simple, créer une épreuve pour remplacer l'ancienne course, sauf que cette fois, la course se déroulera en individuel. Catherine Poletti devient alors la première directrice de la course et les 8 autres participeront en tant que coureurs à la première édition. Et donc, arrive le jour J, le 30 août 2003, l'objectif était fixé à 300 participants, mais figurez-vous que 722 coureurs répondront à l'appel et s'inscrivent, plus du double. Et pour cette première édition, les conditions seront dantesques. À 4 heures du matin, sous un ciel bien couvert et une pluie battante, ces héros se lancent dans l'aventure. René Bachelard, l'un des fondateurs, s'en souvient et raconte: cela commençait mal, la météo était très mauvaise. Je suis parti en me disant que j'abandonnerais rapidement car je n'étais plus tout jeune. C'était ça l'esprit 2003, à la bonne franquette comme dit René. Il n'y avait pas de musique, pas de GPS pour suivre les coureurs. Et les bénévoles s'étaient occupés du balisage des 155 km à l'époque du parcours. Voilà, donc malgré la neige qui tombe sur les parties les plus hauts du parcours, la plupart des athlètes sont venus sur la ligne vêtus d'un petit short court et d'un simple t-shirt. Et bien sûr, quasi tous n'ont jamais couru une telle distance. Alors, forcément, le verdict, vous l'imaginez, c'est qu'avec de pareilles conditions, les coureurs lâchent prise un à un, désorientés par l'obscurité, lâchés par leur lobe frontal, frigorifiés par 10 degrés de moins, voire plus en altitude. Plus de 300 d'entre eux abandonnent à Courmayeur, à la moitié du parcours, à Champey, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est 152 coureurs exténués qui jettent l'éponge. Au final, ils seront seulement 67 coureurs à terminer cette première édition, moins de 10% de finishers. Ça a été un massacre, mais un massacre quand même assez magnifique. Le premier vainqueur, forcément, Dawa Sherpa, un Népalais de 33 ans qui est maintenant devenu une légende du trail et de l'ultra. C'est un ancien guide de haute montagne qui est installé en Suisse. Il a franchi la ligne des 155 km en 20 heures et 100 minutes. Aux alentours, il est arrivé aux alentours de minuit à Chamonix, donc pour boucler ces 155 km. Chez les femmes, c'est l'américaine Chris Simmel qui s'impose en 29h38. Et devinez quoi? Michel Poletti, lui aussi, fait partie des 67 finishers de cette première édition.
Et après cette première épopée, ben, la popularité de la course explose littéralement. L'année suivante, l'organisation reçoit 1400 demandes et 1400 demandes de participation. Et ça ne va faire que grandir. En 2005, environ 2000 personnes veulent participer pour l'édition 2007. Les inscriptions vont être complètes en seulement 10 heures. Et tenez-vous bien, en 2008, les inscriptions se remplissent en 8 minutes top chrono. 8 petites minutes pour aller courir 170 bornes. On voyait déjà l'engouement à cette époque-là. Et forcément, face à ce succès dingue, les inscriptions vont très vite se limiter à 2500 personnes pour éviter trop de bouchons sur les sentiers, mais aussi essayer de préserver un peu tout ce qui est autour. Et c'est là que vont naître d'autres courses pour satisfaire un peu tout le monde. La CCC en 2006, puis la TDS en 2009. La suite, vous la connaissez, ça grandit encore et encore jusqu'à arriver au succès planétaire d'aujourd'hui. Mais savez-vous comment tout ça a grandi? Grâce à la détermination de toute la famille Poletti qui a cru à son projet et son événement depuis le début. Parce que oui, l'UTMB, c'est avant tout une histoire de famille. Catherine Poletti dirige tout ça et dirigeait tout ça depuis la table de leur salle à manger. L'année suivante, face au succès, ils investissent dans un nouveau bureau. Ils ont acheté un petit chalet en bois, un mazo dans le fond du jardin familial. Et toute la famille s'implique. La sœur de Michel s'occupe de la partie secours. Sa mère fabrique les balises de course. C'est l'esprit famille à 100%. Et au fil des ans, les enfants aussi prennent le relais. Aujourd'hui, c'est Isabelle, la fille aînée et ancienne biathlète qui dirige l'UTMB. Son frère David dirige Live Trail, l'application qui permet de suivre les coureurs en direct. Et depuis la première édition, cet événement n'a fait que vivre des moments épiques. En 2006, c'est une femme, Corinne Favre, qui remporte le classement scratch de la CCC. En 2008, c'est un certain Kylian, un gamin de 20 ans, qui débarque et gagne l'UTMB à sa première participation. Son sac et une simple banane autour de la taille pour mettre son matériel obligatoire. En 2016, il y a eu l'incroyable remontée de Ludovic Pomeré, victime de problèmes digestifs et qui pointe à la 53e place, qui songe à l'abandon et remonte tout le monde pour l'emporter. On peut aussi parler de Marco Olmo qui gagne à 58 ans, plus récidive à 59 ans. Elisabeth Hawker et ses 5 victoires, France Adaen et ses 4 victoires. Courtney de Walter, 7e au scratch en 2021. La victoire surprise de Vincent Bouillard l'an dernier. La bataille épique entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard en 2022. Bref, c'est la course des merveilles, la course qui fait briller ceux qui le méritent, les plus humbles face à la distance, face à la montagne et face à un tel événement. Et aujourd'hui, en 2025, à quelques jours de la 22e édition de l'UTMB Mont-Blanc, c'est devenu un empire. 8 courses différentes sur une semaine, 10 000 coureurs sur cette même semaine, des participants tirés au sort après un processus de qualification avec les fameux Running Stones. Cette accélération et ce nouveau mode de sélection s'est vu après le Covid en 2021, après une nouvelle surcroissance des demandes devenues totalement ingérables. Et UTMB Group va s'associer à Ironman Group pour joindre un peu leur expérience d'organisation d'événements. Et ensemble, ils ont lancé les UTMB World Series, ce qui est désormais le circuit international numéro 1 d'événements de trail running qui rassemble aujourd'hui plus de 50 événements dans 28 pays. Donc voilà, maintenant vous savez tout, comment une idée un peu folle née dans la tête d'un général à la retraite et concrétisée par un couple de passionnés dans leur salle à manger est devenue le monument absolu du trail mondial. De 67 finishers sous une pluie battante en 2003 à 10 000 coureurs du monde entier aujourd'hui, l'UTMB a écrit sa légende kilomètre après kilomètre. Une histoire qui nous montre qu'avec un brin de passion, beaucoup d'audace et pas mal de folie, on peut créer un événement extraordinaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les trails du Mont Blanc 2025. J'espère que ce premier épisode dans la conquête du Mont Blanc vous aura plu. À mercredi prochain. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!